Yorana, Manahao et bienvenue dans Manava. En tahitien, on parle souvent d'agriculture en disant cette expression Patiatrima Eroto Trepo. À savoir, on met ses mains dans la saleté ou dans le sol pour planter ou faire du compost. Et ça tombe bien, le compost est notre sujet du jour avec nos invités Laurent Menas, ingénieur à la DAG, la direction de l'agriculture, Benoît Lahirle, directeur de Fenouama, Alexis Yensin, gérant de Fenoa Bio, spécialiste en ingénierie écosystème écologique. Yorana. Et enfin, Karel Luciani, maître composteur. Yorana. Karel, déjà, commençons avec toi. Peux-tu nous expliquer ce que c'est le compostage? Le compostage, c'est une méthode pour réduire ces biodéchets, donc les déchets de cuisine, les déchets de jardin, tous les déchets qui proviennent du vivant, et par un mécanisme naturel qui est le compostage. Donc, c'est des petits animaux, des petites bactéries, tous les animaux du jardin qui vont contribuer à dégrader cette matière organique. On le rappelle, cette semaine, c'est la semaine de tous au compost, du 23 mars au 7 avril. Benoît, pourquoi c'est important pour l'environnement, le compost? Alors nous, effectivement, on mesure la quantité de déchets déposés dans les bacs gris. Et toutes les analyses, toutes les études nous l'ont montré, une grande partie des déchets présents dans les bacs gris sont en fait des produits qui pourraient être valorisés par le compostage. On peut monter parfois à près de 60% de matière, dont presque 10% de gaspillage alimentaire. Donc tous ces produits, soit c'est un surachat, une non-consommation, ou alors ce sont des produits issus de la dégradation, préparation de repas ou fin de repas. On a trop préparé, pas assez bien géré. Et donc on a une quantité importante de produits qui vont devoir aller dans le bac gris si on ne fait pas de compost. Donc le compost est une solution pour moins solliciter le bac gris. On vient d'en parler, il y a du gaspillage alors qu'au final ça pourrait représenter une richesse. Est-ce que finalement le compostage est accessible à tous, Alexis? Alors oui, à toutes les échelles, bien sûr. Alors à une échelle plutôt, moi j'ai beaucoup travaillé dans les écoles, notamment plus de 70 écoles. Et c'est vrai qu'on leur dit souvent que le compost ou les déchets, ça sent mauvais, ça pue même. Et donc j'ai reconnecté un petit peu les enfants dans ce sens-là où un compost, c'est comme une bonne recette de cuisine, ça doit sentir bon. Et donc c'est tout un art de le mettre en place. Et surtout, ils ont regardé leurs déchets autrement. Et ils ont pu voir que grâce aux déchets, ils pouvaient nourrir leur sol, leur terre et leur jardinière. Et avec ça, ils pouvaient obtenir un sol qui est fertile et donc une agriculture qui fonctionne dans leur environnement. On rentrera dans les détails dans quelques minutes. Laurent, quel est le regard de la DAG, de la DAG, la direction de l'agriculture, sur ce procédé? Nous, c'est un des procédés essentiels. Alors notamment moi, parce que je m'occupe des agriculteurs bio, donc c'est une source d'amendement qui est très importante. On a tendance à valoriser un maximum sa production et à conseiller sur son utilisation. On a sorti une brochure qui est dédiée à la meilleure compréhension justement de l'utilisation du compost ou des composts, on va dire. Et ça va permettre à nos agriculteurs, à nos professionnels, d'adapter les apports par rapport aux besoins du sol, aux besoins des plantes. Karel, Alexis, on en parlait juste avant. Est-ce qu'au final, le compost, c'est sale? Non, le compost, ce n'est pas sale, c'est naturel. Et donc, si on fait bien son compost, si on respecte les règles qui sont toutes simples, le compost, c'est pas sale. Benoît, c'est quoi les avantages environnementaux, économiques du compostage? Disons que quelqu'un qui va faire du compost à la maison, il va devoir investir au départ dans un petit composteur, voire même ne pas investir, il va pas obligé d'acheter dans un magasin. Il peut aussi se fabriquer son composteur. Donc ça, il y a plein de guides là-dessus qui peuvent accompagner. En gros, c'est le tas de fumier que font les agriculteurs depuis des lustres. Mais au niveau d'un foyer, on parle pas d'agriculteur, pas de professionnel, c'est pas un restaurateur. Il va y avoir une production quotidienne de déchets humides qui proviennent souvent de restes de repas, de préparation de repas. Il va falloir donc les mélanger avec des déchets verts du jardin. Et donc, c'est cette méthode-là de travail qui va permettre d'amener un maximum de déchets dans le composteur pour faire ce fameux compost en amendement organique. Et surtout, ça va diminuer la quantité que vous allez mettre dans votre bac gris. Et sur les études que nous avons menées, sur Pirée et Tevayuta, nous avons eu 160 foyers qui ont participé, qu'on a suivi pendant plus d'une année. Et nous avons constaté à la fin du test que tout le monde voulait continuer de faire du compost parce qu'ils avaient eu un résultat au bout de 6 à 7 mois environ.
Et surtout, ils ne sont plus obligés de sortir leur bac gris tous les lundis et tous les vendredis. Ils le sortent que quand c'est plein. Parce que jusqu'à présent, ils le sortaient systématiquement pour diminuer, au contraire, les nuisances olfactives ou les mouches, les asticots qui arrivaient au bout de 2 jours. Donc, comme il y a moins de produits humides dans le bac gris, ça permet d'avoir cette souplesse de fonctionnement. Et en termes économiques, puisque pour vous, pour Fenouama, ça représente moins de tri, moins de traitement, moins de déchets. Donc au final, il y a aussi des retombées économiques. Ça coûtera moins cher à la collectivité puisqu'il y aura moins de déchets. L'objectif, c'est aussi qu'au niveau des communes, ils arrivent à diminuer la fréquence de collecte des quartiers. Puisque si le camion poubelle ne passe plus 2 fois par semaine pour le bac gris, mais qu'une seule fois par semaine, ou voire même une fois tous les 15 jours, ce qui serait extraordinaire, là, on ferait des énormes économies. Et puis surtout, c'est de préserver la durée de vie, puisque moins on met de déchets dans le bac gris, plus longtemps durera la solution actuelle d'enfouissement. Et la solution d'enfouissement, c'est la solution à écarter. On doit trier le bac vert, on doit gérer son compost, on doit acheter intelligent pour justement mettre le moins possible dans ce bac résiduel qui est le bac gris. Et concernant justement les camions poubelles, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de créer un camion poubelle spécial compost, spécial déchets organiques? Alors c'est le projet que nous allons initier dans les années qui arrivent sous forme de test auprès d'au moins deux collectivités, de mettre en place ce qu'on appelait le bac marron. Donc les habitants qui pourront bénéficier de ce test, après on espère en fonction des résultats de qualité de compost, amendement organique si c'est validé, là c'est de faire un compost industriel. C'est-à-dire qu'on va proposer aux gens, en gros, de mettre dans leur bac marron, qui va ressembler à un bac gris, bac marron, tous les déchets de restes de repas, de préparation, tout ce qui est humide, même les produits qui ont du mal à passer dans un compost individuel, comme le fromage, les côtes de bœuf, enfin je veux dire les os, les arêtes, etc., qui peuvent amener certaines petites contraintes. Donc là, ça serait tout toléré. Également, les papiers, les cartons, comme dans le bac vert, donc ça irait dans le bac marron. Également, les petits déchets verts de la cour, et on le collecterait 2 fois par semaine. Le mercredi, ça ne serait plus le bac vert pour ces gens-là, mais ça serait le bac gris, qui pourrait supporter très facilement une seule collecte par semaine parce qu'il ne sentirait pas mauvais. Et puis ensuite, vous allez me dire, les bouteilles en plastique, les canettes et les conserves qu'on mettait avant dans le bac vert, il n'y aura plus de bac vert, pour ces gens-là en tout cas. Il y aura des points d'apport volontaire à l'entrée du quartier, un point d'apport volontaire de bouteilles en verre, un point d'apport volontaire à côté de canettes, de conserves et de bouteilles en plastique. Donc l'objectif, ça serait surtout de voir si les gens acceptent et comprennent les consignes de tri, d'amener cette matière bac marron vers un prestataire, une installation qui est capable de composter en grande quantité ces produits-là, et de voir si l'amendement organique est à la hauteur des espérances. Si les gens, par exemple, mettent des médicaments dans le compost, mettent des déchets électroniques, là, ça va pas marcher. Ça va être un petit peu plus compliqué. Le compost va prendre, sauf que on n'aura pas la qualité agronomique qu'on avait espéré. Laurent, tu voulais réagir? Oui, ben justement, par rapport à ça, faut bien comprendre que faire un compost digne de ce nom et digne du process, c'est une recette, comme Alexis l'a mentionné tout à l'heure. Comme une bonne recette de Cette cuisine. Cette recette, elle est basée sur 4 notions clés, sur 4 indicateurs, sont le carbone, l'azote, l'humidité de la matière, du tas, et l'aération. Si vous n'avez pas ces 4 qui sont bien gérés, en fait, votre compostage va mal se passer, et à ce moment-là, il peut devenir sale. Et par rapport à ce que tu disais, aujourd'hui, l'intégration des déchets d'origine, que ce soit les cantines ou la cuisine qu'on a au sein des foyers, là, justement, il faudra faire attention à ces mélanges, à la qualité de ce qui est mis dans la poubelle marron, parce que nous, derrière, nos agriculteurs, qui sont les principaux utilisateurs en termes de volume de ces composts matures, on va dire, ils ont aujourd'hui tendance à se plaindre parce qu'ils retrouvent des matières non organiques, notamment des plastiques, dans les composts qui viennent récupérer chez les fournisseurs. Oui, donc c'est vraiment un point de vigilance. Il faut que les gens qui rentrent dans cette démarche qui est
tout à fait intéressante et salutaire pour tout le monde. Hein. À partir du moment où c'est bien fait. Voilà, à partir du moment où c'est bien fait. Et Et quel à selon- partir du moment où c'est bien fait, eh bien, c'est là qu'on n'a pas de problème avec les rats, avec les chiens, etc. Mais si c'est mal fait, on a des soucis d'odeur de chiens, de rats. On va parler des nuisibles juste après. Ouais. Quels seront Ok. les avantages en termes agricoles? Mais en termes agricoles, c'est un moyen de régénérer un sol qui est pauvre, par exemple, de lui redonner des éléments fertilisants, de la matière organique, hein, parce qu'on a certains sols ici, et notamment les Tuamotu, où on a des niveaux de matière organique qui sont extrêmement bas. Donc là, il y a un véritable besoin. Euh, et globalement, ça permet aussi une meilleure rétention de l'eau. Donc dans des zones où on manque d'eau, c'est un bon moyen, dès qu'il pleut, de capter, de stocker un maximum d'eau. Donc ça fait partie des éléments d'intérêt hein, au compost. Karel, on vient de parler juste avant des nuisibles. Il y a cette idée reçue, compost est égal nuisible. Est-ce que c'est une réalité? Comment est-ce qu'on évite ce genre de problème? Il faut faire attention à ce qu'on met dans son compost. Donc, si on prend par exemple des petits prospectus sur le compost, on va voir qu'il y a des listes rouges. Donc, c'est les produits à ne pas mettre dans son compost. Donc, parfois, on dit ne pas mettre les restes de viande, les restes de poisson, ni les os. Mais c'est quand on est un débutant, eh ben, il vaut mieux suivre les règles. Et quand on devient plus compétent en compost, eh ben, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Oui, parce que tu as suivi des formations, tu es maître composteur, Oui, c'est ça? voilà, j'ai suivi une formation qui est, c'est une certification de l'ADEME et donc je suis maître composteur. Est-ce que moi, si je suis en appartement, par exemple, est-ce que je peux faire du compost? Voilà, tu ne feras pas de compost, mais il existe d'autres techniques comme le lombricompostage, par exemple, où tu vas pouvoir donner à manger à des petits vers et ces petits vers vont produire ce qu'on appelle du lombricompost. Alexis, tu voulais réagir à ce que vient de dire Karel? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une méthode qui fonctionne très, très bien, qui existe depuis 2009 ici en Polynésie. Par contre, le lombricompost, il est vegan, hein, il est végétarien. Donc, il peut pas tout transformer. Et une méthode complémentaire aussi en appartement qui pourrait s'adosser justement au lombricomposteur, c'est la technique japonaise qu'on appelle le bokashi. Donc, c'est une méthode anaérobique, c'est-à-dire sans air, dans des seaux. Ça nous permet de récupérer un engrais liquide. Et un pré-compostage qui permet justement de ramollir tous les ossements, les arêtes de poisson et autres, et qui pourrait bien sûr retourner peut-être dans le futur bac marron de Fenouamba, puisqu'on aura déjà un pré-compostage et une valeur ajoutée sur ces différentes manières. Est-ce que le compost peut permettre, on va en parler juste après, de rendre des sols infertiles fertiles? Parle-nous de ton projet au Tuamotu, s'il te plaît. Alors tout à fait, c'est vrai que on a un projet pilote depuis plusieurs années avec le Whareirata. Donc l'idée c'est de réutiliser simplement les méthodes de nos tupuna, hein, on appelle ça les maïtés. Donc c'est simplement, on dit aujourd'hui les buts auto-fertiles et c'est tout simplement creuser des cratères en mettant des matières organiques, différentes matières organiques, azote et carbone bien sûr. C'est simple, mais il y a quand même une méthode assez précise comme Laurent le soulignait tout à l'heure, à mettre en mouvement. C'est quand même une recette, c'est simple, il y a une recette. Et ça permet ensuite, une fois que le sol il est vitalisé, il est vivant, donc de retenir 50 fois son poids en eau aussi, parce que c'est vrai que le problème à chaque fois, ils me disent notamment, on n'a pas d'eau, Alexis. Je dis, ouais, on n'a pas d'eau. Mais au final, avec ces méthodes-là, avec une petite gestion d'un bon paillage, on arrive à faire un arrosage goutte à goutte, une fois par semaine, et qui obtient de super résultats. On a vu sur Manille, ils ont même réussi à avoir des petites fraises, donc c'était drôle de pouvoir le voir dans ces environnements difficiles. Hein. Et au final, ils peuvent bénéficier aussi d'utiliser tous les déchets de leur environnement, donc les engrais de poisson, mais pas que, même les déchets de la commune qui sont souvent pas utilisés et valorisés justement au compostage à chaud, eh ben, ils peuvent l'utiliser donc avec le compost, on impulse un sol vivant qui va permettre un petit peu comme Karine disait tout à l'heure, avec tous les animaux du jardin, ben, pouvoir justement transformer et dégrader et pouvoir nourrir ce sol pendant un long moment. Ça tombe bien, Laurent, tu peux nous parler du compost de poisson ou tu veux réagir sur ce que vient de dire non, en Alexis? fait, je vais réagir sur l'ensemble. On l'a pas évoqué là, mais faut partir du principe que le compostage, en soi, dans une première phase, c'est une montée à très haute température, à 65-70 degrés, parfois plus. Et cette montée en température qui va avoir lieu pendant le premier mois, hein, elle va permettre d'hygiéniser
Le tas va permettre aux bactéries de tout dégrader. Et une fois que cette température baisse, après plusieurs retournements notamment, c'est une population d'invertébrés, de vers de terre et tout ça qui va s'installer dans le tas, qui va finir de tout digérer et de ramener ça vers presque un sol, un humus. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'on peut apporter au FAPU ce compost mûr sans avoir de risque. Si on l'apporte trop tôt, juste en fin de phase qu'on appelle le thermophile, en phase de haute montée en température, là on peut avoir des problèmes sur la germination des plantes, etc. Voilà. Donc, ce qui a été regardé au Tuamotu, c'était la possibilité qu'on avait de traiter les déchets de poissons, notamment à Rangiroa. On a regardé ça dans le cadre du programme Protège. Et effectivement, il y a les volumes qui sont intéressants. Alors, le déchet de poisson, en soit le sous-produit de poisson de la transformation, c'est un produit qui est très riche en azote et en phosphore. Tout seul, il va pas composter, il faut l'accompagner de carbone, donc autrement dit, de déchets, ce qu'on appelle des déchets verts ou des déchets marrons, des déchets d'origine végétale en l'occurrence. Et dans les bonnes proportions, le compostage peut bien se passer. Le seul bémol qu'on avait, c'est que les sous-produits de la pêche, là, les restes de carcasses de poissons après les découpes et tout ça, peuvent attirer les rats et les chiens. Donc on a été travailler sur des process de compostage en milieu fermé pour voir si c'était pas plus intéressant et au moins plus sécurisant pour tout le monde. Karel, est-ce qu'il y a des règles, parce qu'on parle d'azote depuis tout à l'heure, de mélange d'humidité, de climat, est-ce que c'est compliqué au final de faire du compost? Non, c'est pas compliqué du tout puisqu'on apprend à des élèves de maternelle à faire du compost. Donc, c'est des règles très simples. Il y a la petite règle de base où on leur dit, bon, si c'est un seau de déchets de cuisine, donc leurs épluchures, de légumes, de fruits, et un seau de matière sèche. Donc, en général, ce sont les déchets du jardin, donc les feuilles sèches, l'herbe sèche. Donc, il faut que cette matière soit sèche. Donc, c'est pour ça qu'on leur donne un seau vert, un seau marron. Et on leur dit, tu remplis un seau de matière humide, tes déchets de cuisine, et un seau de matière sèche, les déchets du jardin, et tu mélanges le tout. En général, le seau de matière humide avant, et ensuite le sec par-dessus pour recouvrir. Donc au final, c'est accessible à tous. Il y a des formations ici en Polynésie française? Oui, il y a plusieurs formations. L'ADEME organise des formations, les communes, les mairies, les écoles. Donc, il y a des formations en Polynésie. Mais toutes les recettes de compostage sont bonnes. Voilà, parfois, il y en a certaines qui sont plus hygiéniques, moins de problèmes avec les rats, les souris et les odeurs. Mais toutes les manières, toutes les recettes de composter sont bonnes pourvu qu'on élimine ces déchets soi-même à la maison. C'est quoi la différence? Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui mettent les deux dans le même panier, le compost et le terreau. Qu'est-ce que c'est le terreau? C'est quoi la différence? Alors, le terreau, ça se met pas dans le compost. Hein. Donc, dans le même panier, c'est pour dire que voilà, on confond compost et terreau. On confond les deux, oui. Mais le terreau, c'est juste le mélange de terre, sable, compost qui est adapté à une plante. Donc, si c'est une plante qui aime un sol plutôt argileux, il y aura plus de terre. S'il faut mettre plus de sable, mais le terreau, c'est vraiment le mélange de différents substrats avec du compost. Juste avant, tu nous parlais des enfants, Alexis. Comment est-ce qu'on implique les enfants, les écoles, dans le compostage? Alors moi, j'ai commencé par le lombricompostage, notamment dans les maternelles, parce que c'était plus facile à mettre en mouvement. Souvent, les enfants, quand on leur demandait d'amener des déchets de la cantine, ils étaient tous un petit peu répulsifs, parce qu'on leur a enseigné de se laver les mains, toute la journée, lavez vos mains, et puis là, on leur dit, touchez des déchets, touchez de la terre. Donc tout de suite, ils étaient autorisés, donc ils ont plutôt bien accueilli. Et le lombricompost, pourquoi? Tout simplement, je donne à manger au ver, et en échange, le ver, il me donne de la terre, et avec cette terre, je peux nourrir mes plantes. Et avec mes plantes, je vais pouvoir manger mes tomates, mes concombres et autres. Donc ça avait du sens pour eux, parce que c'est une transformation, et on nourrit quelque chose de vivant. Et c'était assez difficile de leur montrer le compost à chaud, parce que le problème dans nos écoles, c'est la constance. Et donc c'est vrai que sur le moment, quand on veut mettre un projet en place, il fonctionne, mais il y a les vacances, 6-8 mois après, nos enseignants sont chargés dans leur programme, donc dédier 1 heure, même une demi-heure dans la semaine pour aller remuer le compost,
comme Laurent le disait, il y a quand même une méthode, il y a quand même de l'aération, il y a de l'humidité, il y a une surveillance et qui n'est pas forcément mis en place et donc du coup attire des nuisibles, ne permet pas à ce que cette matière soit accessible rapidement pour mettre dans le sol. Et le lombricompost, du coup, il allait prendre des cours et il est dans la salle de classe, il apprend aussi avec les élèves et il adopte tous les jours dessus. Et donc, tous les jours, il y en a même des élèves qui disent, monsieur, le verre, il est tout maigre, hein. Il n'a pas assez mangé. Ouais, donc, il faut que tu ramènes les déchets de la maison. Donc c'était plus facile de reconnecter avec des verres qu'avec le compostage à chaud pour les petits. Après, pour les grands, oui, on y arrive, pour les primaires et autres. Mais encore une fois, la difficulté, c'est le mouvement. Donc, tout le monde est là quand il y a le système derrière, les enseignants qui sont là. Mais au vu du programme et au vu de leur charge, c'est difficile d'avoir cette constance. Laurent, tu voulais réagir aussi? Oui, juste par rapport à ça, hein, il y a une notion de durée aussi dans le compost. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ah oui. Il faut avoir de la patience. Ça demande combien de temps environ? Eh bien, en fait, ça va demander entre 2 mois et parfois 6 mois à 1 an. Ça va dépendre des matières premières. Si vous mettez, par exemple, des déchets de pinus en matière carbonée sèche, ça va prendre beaucoup plus de temps à dégrader que du falcata ou que des feuilles. Voilà. Et donc ça, il faut le considérer. Il faut, quand on fait son tas de compost à la maison, en fonction de ce qu'on va broyer, si on a un petit broyeur, en fonction des branches, des arbres qu'on a, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et puis un autre facteur qu'il faut considérer aussi, c'est le volume du tas. Le volume du tas, si au départ il est important, hein, on peut avoir en mètres cubes, ça commence à être joli pour un tas fait à la maison. Hein, en mètres cubes, à la fin, il reste 200 petits litres et on est souvent déçu parce que finalement, on n'a plus grand-chose à mener au sol. Mais ce plus grand-chose, en fait, c'est ce qui concentre toute la richesse. Et donc là, on peut commencer à travailler à partir de ça. Et en gros, ce qu'il faut, pour les conseils à donner, c'est que pour 1 mètre carré, il faut amener entre 3 et 5 kilos de compost, suivant la qualité de son sol au départ. Benoît, Ça fait la moitié d'un seau à peu près pour 1 mètre carré. Benoît, on l'a dit au début de notre émission, c'est la semaine tous au compost, hein, du 23 mars au 7 avril. Donc, il y a des perspectives d'avenir autour du compost? Alors, on a parlé tout à l'heure du bac marron. Ça, c'est un projet sur l'exercice 2026-2028. Hein. On va travailler avec les communes là-dessus. Mais on va se préparer dès fin 24, début 25 sur la sélection et les préparations des communes concernées. Par contre, dès aujourd'hui, on a commencé on va parler de chance, on a commencé en 2019, juste avant la période du Covid. Alors du coup, ça a été laborieux, mais nous avons réussi à convaincre nos élus de Fénoama d'investir dans 3000 composteurs individuels. Grâce au soutien de l'ADEME, on a pu ramener les prix à des choses quand même assez intéressantes. On était sur des composteurs de 600 litres qui sont de beaux gabarits par rapport à notre production aussi. On n'a pas de saison, enfin, je veux dire, on a une production de déchets verts quand même toute l'année. Hein. Donc c'était important d'avoir une capacité importante. On a réussi à avoir un prix moyen de 15 000 francs de revient pour Fénoama. Et quand une collectivité de Fénoama, type Papeete, Papara, enfin bon, les 12 communes de Fénoama, de Tahiti et de Moorea, nous sollicitent, on leur vend le composteur à 10 000 francs. Donc ça veut dire que Fénoama prend sa charge à 5 000 francs, on vend le composteur à 10 000 francs à la collectivité, et on conseille à la collectivité de demander à son habitant au moins 5 000 francs. Après, s'il y a des quartiers prioritaires avec d'autres programmes, un petit accompagnement, au moins même 500 francs, demander quelque chose pour être sûr que la personne, d'abord, ça s'adresse à des gens volontaires. Il faut quand même un petit peu s'engager, prendre conscience, suivre 2-3 conseils, démarrer. Et au bout de 2 mois, 3 mois, déjà, on voit des démissions, comme tu dis, de tas. Et c'est vrai que les gens sont souvent surpris. Ils coupent la pelouse, ils mettent tout ça dans le composteur. Et en 3 jours, déjà, ça a bien diminué. Donc, c'est vrai qu'il y a une évolution intéressante. Et donc, moi, j'appelle nos téléspectateurs à se rapprocher des services techniques de leur commune, s'ils sont sur le territoire de Fénoama, c'est-à-dire Tahiti et Moorea, pour demander de bénéficier de ce programme des composteurs individuels. À ce jour, sur les 3000 composteurs que nous avions, il nous en reste plus que 400. Voilà. Donc ça part très vite, alors. C'est parti, oui, mais j'aimerais que ça parte encore plus pour qu'on puisse après partir sur une autre vague d'accompagnement des communes. Donc voilà, si vous êtes sur différentes communes, renseignez-vous auprès de votre commune pour toucher un composteur à un prix vraiment
Abordable. très bas, très intéressant, et avec une méthode, un accompagnement de la part de chaque collectivité sur cet équipement. Ce sera la dernière question puisqu'on est déjà à la fin de notre émission. Karel, comment au final, rapidement, on peut encourager les particuliers à adopter le compostage chez eux? Il faut simplement leur passer le message que c'est quelque chose de très facile, mais le plus important comme message, c'est vraiment de réduire les déchets. Les programmes de formation qui sont maintenant le nouveau référentiel de l'ADEME depuis presque 15 ans, c'est le compostage. Mais la deuxième partie de la formation, c'est comment je réduis mes déchets et quelles sont les autres méthodes ou techniques ou astuces pour réduire ces déchets. Implication et constance. La semaine Tous au compost, c'est du 23 mars au 7 avril, donc on est en plein dedans. On vous met le site de la direction de l'agriculture, service-public.pf/dag et le site de Fenoama, fenoama.pf. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Marolo. Et c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, ça va être votre VA, votre journal en tahitien. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Maururu ito tato farerir a, trahoma parheane.